14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a longtemps que j'ai découvert à quel point ce sont nos rencontres qui nous permettent de nous construire, de mieux nous connaître. Et évidemment, ce sont les liens amoureux qui nous transforment le plus en profondeur. Rester seul dans sa tour d'ivoire ou dans sa grotte, eh bien peut-être que c'est finalement refuser de grandir. Parce que grandir, c'est accepter de se modifier en mieux tant qu'à faire. Avec Fabrice Bach qui est avec nous durant ces 2 heures, eh bien on va essayer de vous expliquer ce qui se passe à ce moment de la rencontre. Alors c'est vrai, il y a souvent un déclic, on sent qu'il se passe de quelque chose, alors ce quelque chose indéfinissable qui est plus ou moins fort, alors ça peut même être très violent, on parlera alors du coup de foudre. Mais nous pourrons peut-être aussi évoquer d'autres rencontres, comme les rencontres amicales et pourquoi pas professionnelles, parce que là aussi il y a certaines fois un avant et un après cette rencontre. C'est vrai que parfois ce sont de grands liens professionnels qui vont nous aider à trouver notre voie. Et puis je vous invite à venir nous raconter en quoi certaines rencontres vous ont transformé. Venez nous dire quelle est la rencontre qui a peut-être été la plus significative dans votre vie. Pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychologue, vous êtes auteur de différents livres, dont le fameux livre sur les jumeaux, que vous aviez sorti aux éditions Solar, qui nous a permis de vous rencontrer. Vous avez eu envie qu'on évoque la rencontre. Pourquoi ? Oui, parce que c'est vraiment un élément central et souvent, nous on voit les personnes après la rencontre. Et lorsque les choses dysfonctionnent, on se rend compte que beaucoup de choses étaient déjà jouées au moment de la rencontre. Et cette rencontre, je trouve aujourd'hui dans notre société beaucoup plus complexe à faire, à réaliser, à vivre, surtout sur le plan sentimental. Et je pense qu'on sera amené à le développer, mais il est important, je pense que ça intéressera nos auditrices, de tester la rencontre et la personne que l'on rencontre. Donc je vous donnerai quelques petits conseils là-dessus. D'accord. On parle de la société actuelle. Il y a quoi ? Il y a Internet maintenant qui fausse les sites de rencontre. Oui, tout à fait. Les sites de rencontre, c'est devenu le principal mode de rencontre. Aujourd'hui, ça n'est plus le mode de rencontre professionnel, amical, dans un cercle d'amis. La principale modalité de rencontre, c'est Internet et les sites de rencontre. Oui. Et ça a modifié beaucoup de choses. Parce que quelque part, on veut trop définir le portrait de celui qu'on veut rencontrer. Tout à fait. On cherche trop la personne parfaite, idéale, avec des critères. Alors, non pas qu'il ne faille pas en avoir, il en faut bien évidemment, mais attention à certains critères qui sont trop absolutistes. Il y a quelque temps, j'ai eu une patiente qui avait quand même 48 critères avec un tableau à triple entrée où elle cochait à chaque fois. Un petit peu dans l'excès, là. Et elle rencontrait évidemment pas... le bon, parce qu'il ne remplissait pas toutes les cases. Oui. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, si on fait la liste assez sommaire quand même de celui ou celle qu'on aurait aimé rencontrer, on voit bien que les partenaires qu'on a rencontrés, ils rentrent pas forcément dans ces cases. Tout à fait. Il y a ce petit truc mystérieux. Complètement, cette alchimie qui peut s'opérer ou pas. Mais là aussi, après, on pourra voir aussi comment faire perdurer cette alchimie pour ne pas qu'elle se perde. Et en même temps, ça se passe presque au premier regard. Je dis pas qu'on est marié au premier regard. Je crois que c'est une émission que vous affectionnez particulièrement. Oui, c'est un certain euphémisme. Je pense qu'on pourra en parler parce qu'il se passe des choses bizarres. Parlez-en. Je l'ai jamais vu. Mais je pense que j'ai rien perdu. Non, François. Par contre, c'est très intéressant. Je trouve que ça retranscrit des éléments sur le fonctionnement de notre société, des éléments de rencontre. Le principe, en 2 mots, Caroline est en échec sentimental depuis un certain temps. Pierre est en échec successif de vie. Et ils décident de s'inscrire à cette émission. Ils vont rencontrer donc des psys qui vont leur faire passer des séries de tests. Et un jour, donc Caroline reçoit un appel en disant « Bonjour Caroline, voilà, c'est Gérard, ou je ne sais comment il s'appelle, le psy de l'émission. On vous a trouvé quelqu'un compatible avec vous à 82% ou à 78%. » Et ça me choque. Ça me choque énormément. Pour une raison très terre-à-terre. Déjà, je ne vois pas comment on peut quantifier ces éléments, mais on peut être compatible à 99%. Si le 1% manquant touche 3 domaines spécifiques, ça va capoter. Le premier domaine, c'est la parentalité. Si l'un veut des enfants et l'autre pas du tout, ça va poser un gros souci au niveau du couple. Le deuxième sont les projets. Si l'un veut n'importe quoi... Est-ce que c'est pas un projet d'avoir des enfants ? Ça peut l'être aussi, mais vous voyez, ça peut aussi, bien vu. Souhaite à un moment donné être à la montagne et l'autre acheter un appartement à la mer, ça va être compliqué de conjuguer les deux. Et le troisième 1%, c'est la sexualité.
Si là, ça ne connecte pas, ça va poser des problématiques au sein du couple. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de couples qui restent ensemble alors que la sexualité ne connecte pas. Fabrice Baljean, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. Et c'est drôle parce que quand ils se rencontrent, ça va déjà pas, de toute façon, mais ils se disent toujours ça va s'arranger et ça se dégrade. Voilà, et généralement, la première expérience avec un nouveau partenaire n'est jamais la plus merveilleuse qui soit, mais on part déjà d'un principe, c'est qu'elle doit être globalement bien. Donc là, elle va pouvoir s'améliorer. Si déjà là, ça ne fonctionne pas très bien, il est rare, malheureusement, que ça s'améliore. Si on n'aime pas la peau de l'autre, et quand je dis la peau, c'est aussi les odeurs, etc., ça ne s'arrangera jamais. Ah mais non. Et pourtant, on a des couples qui se forment avec ce critère-là. C'est très intéressant parce que il existe des marqueurs d'une relation fiable. Il y a 5 marqueurs spécifiques. Le premier, c'est exactement ça, le toucher physique. Apprécier le contact physique de l'autre, mais c'est pas simplement le regarder ou le trouver beau ou belle, c'est vraiment le toucher, les odeurs, exactement ce que vous disiez. La peau, exactement. Oui. La tessiture de voix, c'est tout. La deuxième chose, ce sont les paroles valorisantes, les mots gentils, les encouragements, les compliments qu'on peut avoir. 3, les moments de qualité, le temps qu'on va passer avec l'autre et qu'on ressent toujours comme étant trop court, même 10 ans après, et l'autre nous manque. 4, c'est aussi quelque chose d'important. Ce moment de qualité, il peut être très bien au début parce que justement on est un peu aveuglé par la passion. C'est pas forcément quelque chose qui va durer. Non, et c'est d'où important. Comment peut-on faire durer ces moments de qualité ? Et quant aux paroles valorisantes, etc. Au début, généralement, le bon dragueur, il sait nous les donner. Oui, tout à fait. Ça marche dans les deux sens. Et d'où ces marqueurs d'une relation fiable, c'est un travail. Pardon, les 2 autres critères. Les cadeaux que l'on va faire à l'autre. Alors, c'est pas forcément sur un plan financier. Vous parlez des 5 langages de l'amour, là. Tout à fait. Qui sont là. Et ce sont aussi des marqueurs d'une relation fiable. Et ces cadeaux qui sont là, sont des cadeaux, c'est un geste, c'est une attention qu'on va avoir. C'est pas une somme. C'est ridicule. Attention à ce que ces cadeaux soient pas une récompense ou une monnaie d'échange. C'est pas ça du tout. C'est un moment où l'on a élaboré et pensé pour l'autre. Puis une chose qu'on oublie aussi souvent, c'est les services rendus. Le fameux service rendu. Voilà, effectivement. Et ces 5 marqueurs, là, le travail du couple se fait. Ces marqueurs sont là au début. Quand ils sont pas là, déjà, ça peut poser question sur ce qui va suivre. Si déjà au début, il n'y a pas de paroles valorisantes, le toucher physique, c'est compliqué, ça va être... Ça risque d'être difficile. En même temps, il faut savoir qu'on a tous une façon un langage d'amour différent et on attend de l'autre un langage d'amour qui correspond au nôtre. Tout à fait. C'est là où peut-être c'est bien aussi de communiquer. Et donc d'échanger. C'est le sujet de demain d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et de pouvoir exprimer ses attentes et ses besoins à l'autre. L'autre va pas le deviner. Ça, c'est une illusion dans laquelle on est. Il va me regarder, il va savoir. On peut très bien se connaître. On découvre toujours des choses, c'est l'autre. Et c'est aussi bien de pouvoir surprendre l'autre, si possible dans le bon sens. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai remarqué aussi qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un et à être un peu sous le charme, ou en tout cas même tomber amoureux, qu'à partir du moment où on est un peu prêt. J'ai l'impression qu'il y a des moments où de toute façon, soit parce qu'on est vraiment très bien dans son couple, déjà, c'est une bonne raison, ou tout simplement parce qu'on est encore trop dans le deuil d'une relation. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça oui, complètement. Et qu'on peut aller voir un psy si justement on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a sans doute des blocages qui sont très en place. Qui sont en place et qui empêchent d'aller vers cette nouvelle rencontre, qui empêchent de quitter l'ancienne relation. Parce qu'effectivement, s'engager dans une nouvelle relation, ça demande de faire le deuil, ça demande aussi de faire le point sur ce qu'on a vécu, ce qui nous a convenu ou pas, et de réenvisager la nouvelle relation comme étant quelque chose de novateur, mais qui va s'inscrire dans la continuité de l'ancienne, mais pas dans l'identique. Finalement, l'autre, j'ai vu qu'il ne m'apportait pas cela et cela, le nouveau va devoir me l'apporter. Il me l'apporte, puis je découvre qu'il ne m'apporte pas encore d'autres choses, et ainsi de suite. Une sorte de quête sans fin. Et il y a effectivement un temps pour se rencontrer. Des fois, on peut se rencontrer dans un mauvais timing. On pouvait se plaire, etc., mais ce n'était pas le bon moment pour se rencontrer. Il y en a un des deux qui n'était pas tout à fait ouvert et pas prêt. Par contre, quand ça se passe au bon moment, ça donne de très 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 belles histoires. C'est ce qu'on va peut-être entendre durant ces 2 heures. Nathalie nous a rejoint, on va la retrouver dans un instant, et puis vous aussi, vous pouvez nous parler d'une rencontre, et peut-être que vous venez de faire une rencontre, vous avez envie de savoir si ça peut devenir une belle histoire. Appelez-nous, on essaiera de décoder tout ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous évoquons la rencontre aujourd'hui. Pourquoi lui, pourquoi elle? Si vous avez envie d'en parler, vous nous appelez au 0826 300 300. Fabrice Bach, c'est Nathalie qui commence avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez envie de nous parler d'une rencontre qui vous a beaucoup marqué, c'était avec un amant, c'est ça ? Oui, c'est ça, une rencontre très marquante, une rencontre à laquelle je ne pensais absolument pas, qui n'était pas du tout prévue dans mon cursus, on va dire, de rencontre. Voilà, c'était pas du tout prévu. Alors bon, il faut savoir qu'à la base je suis libertine, donc je l'ai rencontré dans un club. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, sauf que bien entendu, la première rencontre n'a pas été très très enrichissante, on va dire. On s'est un petit peu accroché sur cette première rencontre, mais en fait accroché verbalement. Alors pas verbalement, mais on va dire ni physiquement, mais on va dire que dans l'ambiance de cette soirée-là, on n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas du tout fait pour passer un moment ensemble. D'accord ? Mais vous êtes quand même remarqué. Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous êtes d'accord, Fabrice Bach, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose. Quelque chose qui Exactement. Exactement. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais avec un compagnon, et quand je rentre, je lui dis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis, mais j'ai rencontré un homme, et je sais pas, mais il me plaît. Alors bon, grande interrogation, pourquoi t'as fait des choses ? Non, il s'est rien passé, sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme il fallait. Enfin, on n'était pas, je pense, effectivement, dans le bon timing de la bonne rencontre. Et puis, effectivement... C'est-à-dire que quand vous l'avez vu, il vous a plu, mais comme vous vous êtes un peu accroché, vous n'avez pas fait l'amour avec lui. Voilà, on n'a pas créé le lien, en fait, sur cette soirée-là. On n'a pas créé le lien, on s'est vu, on s'est remarqué, et en fait, ça n'a pas matché. Enfin, ça n'a pas matché dans le sens où, sur cette soirée-là, peut-être qu'il n'avait pas sa place dans mon espace à ce moment-là. Mais par contre, il m'a touché tout de suite. Donc tout de suite, j'ai su que cet homme-là allait me plaire, alors que c'est aussi la typologie d'un homme que je n'aurais même pas regardé dans un autre contexte. Vous voyez, il n'avait même pas les critères d'un homme que j'aurais pu imaginer. On est d'accord. Là, vous parlez du physique. Oui, du physique. Puisque effectivement, le physique, c'est toujours la première image qu'on voit, et c'est surtout à cette image qu'on s'accroche en général sur surtout une première. Pour baiser, soyons clairs. Aussi, mais oui, non, ça peut en faire partie. Ça peut en faire partie. Mais je sais pas. Moi, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui m'a fait dire ce type-là, il va t'emmener loin. Donc effectivement, j'ai mené ma petite enquête pour réussir à avoir son numéro de téléphone, et puis à le contacter pour reprendre contact avec lui et passer du temps avec lui et le découvrir, pour essayer de le découvrir. Et donc vous avez réussi à le retrouver grâce à votre petite enquête ? Ah oui, d'accord. Ah ouais, non mais c'était génial. Dès que j'ai eu son numéro de téléphone, j'ai cru que j'avais 16 ans, que ça y est, c'était l'ouverture. Je sentais qu'il allait y avoir vraiment quelque chose de très puissant et de très fort. Moi, je l'ai ressenti comme ça. On s'est rencontrés, on s'est revus, bien entendu. On a prolongé notre histoire sur du très longtemps, et au fur et à mesure de nos rencontres, on a commencé à se dévoiler. On avait notre petit jardin secret, mais on a commencé à se dévoiler, et très vite, je lui ai dit que moi, il m'avait tapé dans l'œil, et que pour moi, c'était l'homme de ma vie. Dans les circonstances que c'était l'homme de ma vie. Pourtant, il n'était pas libre, puisqu'il est marié. Mais je lui ai dit, tu es l'homme de ma vie. Et pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Mais il m'a tellement apporté par ses attentions, par sa gentillesse, par sa compréhension, par les discours qu'on a pu avoir, du personnel, de l'intime, de plein de choses. Il m'a complètement ouverte. Il m'a ouverte à moi-même, en fait. Il vous a révélé, oui. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui a provoqué cette attirance assez curieuse, puisque... Je n'en ai absolument aucune idée. Vous savez, c'est quand on visite une maison, puis qu'on se dit, tiens, cette maison, ça y est, c'est ça va être la nôtre, parce que on ressent que cette maison, c'est la nôtre. Et lui, je pense que ça a été ma maison aussi, ça a été tout en même temps, tous les manques que je pouvais avoir, peut-être que c'est lui qui me les a comblés, en faisant pas forcément grand-chose, puisqu'il était quand même, il est quand même en couple, donc il est retenu par sa femme, puisqu'il le deal, c'est pas que je m'immisce dans sa vie pour pouvoir Bien sûr. avoir un Mais divorce. vous êtes encore en relation ? Là, on commence à avoir une relation qui s'essouffle. Au bout de combien de temps ?
ça fait 4 ans, 5 ans. D'accord. Et c'est une relation surtout sexuelle, si je comprends bien. Alors au départ, effectivement, elle était basée uniquement sur le sexe. C'était on se rencontre, on passe du bon temps ensemble, puisque lui c'était ce qu'il recherchait. Il recherchait rien d'autre. Mais effectivement, le lien qu'on a créé à distance, par téléphone, en s'écrivant des SMS, forcément qu'on a mis quelque chose en route. On a mis quelque chose en place. Donc du coup, c'est ça qui nous a amené après vers des sentiments amoureux. Moi, ces sentiments amoureux, alors je ne vais pas dire que je les ai eus de suite, mais très vite, j'ai senti qu'il allait m'apporter énormément et que ça allait être l'homme de ma vie. Alors l'homme de ma vie, amoureusement, sexuellement, dans mon épanouissement, dans plein de choses simples du quotidien. J'aimais le matin m'habiller, lui envoyer une photo pour qu'il me dise c'est joli. Ouais. J'avais envie de ça, c'est comme on pourrait avoir dans un couple en fait. Ouais, complètement. Et c'est intéressant ce que vous évoquiez, c'est qu'en fait vous avez trouvé en lui, il y a quelque chose que vous avez ressenti, il allait vous apporter quelque chose que vous n'aviez plus ou pas dans votre couple originel ou votre couple de base, et vous venez très bien de le définir, et vous regardez, vous, en tant que personne, en tant que femme, à part entière. Et ça fait vibrer. Oui, exactement, parce que je me disais, même à chaque fois qu'on devait se rencontrer, parce que bon, à un moment donné, on se voyait aller assez régulièrement. Après, bien sûr, pour lui, c'est un petit peu compliqué de se libérer, donc on se voyait moins souvent. Et j'ai toujours voulu être apprêtée, être coquette, faire des efforts pour lui montrer que j'avais envie de lui plaire, parce que c'est très important de vouloir plaire à celui qui fait battre notre cœur et notre âme, en fait, en même temps. Je pense que c'est ça, c'est au-delà du cœur, c'est vraiment l'âme qui est au fond de nous, cachée au fond de nous, et que, il est venu gratouiller, enlever quelques petites écailles. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est une idée que j'ai, Nathalie, peut-être qu'elle est pas bonne. Mais quand même, en club libertin, quelqu'un qui, quelque part, vous rejette un peu, c'est quand même un challenge qui a dû vous exciter, non ? Mais je sais pas parce que en fait, j'étais pas prête non plus à. On sait pas. En fait, on n'a pas résisté ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'au moment de notre première rencontre, ça s'est pas fait. On n'a pas cherché. Mais j'ai eu un déclic par rapport à l'homme, pas au libertin, à l'homme. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est quand même dans un club libertin un homme qui quelque part vous rejette, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui a dû peut-être. Peut-être que oui, Brigitte, ou peut-être que non. Non, je sais pas, c'est une idée. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est, vous avez été dans une relation autre. Je n'aime pas dire le terme extra-conjugal, il y a tout de suite des notions de jugement moraux là-dessus, j'apprécie moyennement. Dans une relation parallèle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce genre de relation pour les hommes et pour les femmes ? C'est pas les mêmes raisons. Ce qu'on rencontre dans la plupart du temps, lorsqu'un homme rentre dans ce genre de relation, lui, il est plutôt sur le mode de réalisation de fantasmes, de désirs inassouvis dans son couple. Une femme, c'est différent. Elle, c'est pas du tout pour ça. Souvent, elle y va parce qu'elle est devenue une ombre dans son couple. Et elle cherche l'homme qui va la regarder réellement et qui va la faire naître à elle-même. C'est ce que vous décrivez. Il y a quelque chose de très intense. Vous avez envie de lui plaire, vous avez envie de... Est-ce que vous avez vécu ce qu'il vous a révélé de vous ? Il a été un initiateur pour vous. Pas forcément sur le plan sexuel ou autre, sur le plan de votre féminité, de vous en tant que femme. Tout à fait, de la relation. Effectivement, on a mené une vie de couple en parallèle de la sienne, mais si vous voulez, sa vie de couple avec sa femme, on n'y a jamais touché parce qu'on a mis dès le départ effectivement le fait sur que il est marié, moi je ne veux pas qu'il divorce pour venir vivre avec moi, c'est pas ça. Il reste avec sa femme, il y a aucun souci là-dessus. Mais à côté, moi j'avais aussi besoin d'une relation amoureuse, peut-être plus que de couple. Donc on a fait un petit peu une relation de couple amoureux, vous voyez, une relation amoureuse. Donc qui est aussi très puissante parce que c'était vraiment des sentiments qui étaient très forts. On avait vraiment envie d'être ensemble. Moi j'avais tout le temps envie de le toucher, j'avais envie de l'embrasser tout le temps. Je m'accrochais à lui, je lui disais je suis ton boulet parce que je voulais tout le temps être accrochée à lui. Si j'aurais pu être l'air qui respire, ça m'aurait rendue encore plus heureuse. Donc voilà, j'étais vraiment dans une. Oui, on est dans une passion là qui vous permet d'être féminine jusqu'au bout des ongles. Je crois qu'il y a vraiment oui. Mais qui vous fait redécouvrir peut-être pas, mais en tout cas découvrir votre capacité à être femme séduisante,
et c'est certainement ce qui a fait durer cette relation. Voilà, amante, et puis brusquement, ce qui se passe aussi, vous devenez le point central pour cet homme. C'est pas rien non plus ce que vous vivez. Il a une relation de couple à côté et vous vous rendez compte que vous lui apportez quelque chose de très intense aussi. Et en fait, vous avez le sentiment de devenir l'unique. Et lui, il a l'impression de devenir votre unique aussi. Et souvent, dans un couple, parfois, c'est ce qui peut être manquant, c'est ce qui s'est perdu au fil du temps. Au moment de la rencontre, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui se présente. Mm-hmm. Tu es mon unique et je suis ton unique. Et ça peut se maintenir parce que justement, vous n'êtes pas en couple. Évidemment. Exactement. Merci Nathalie, en tout cas. Merci beaucoup de cet échange. On continue avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Venez nous raconter vos rencontres qui vous ont marqué. Merci Nathalie. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez donc répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Fabrice Bach. Alors, première question. Lorsque vous rencontrez une femme, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Et ne me dites pas les yeux. Les fesses. Ah, bah voilà une réponse franche et à laquelle je crois. Oui. Bon, deuxième question. Est-ce que vous êtes 100% hétéro ou un petit peu bi ou... Non, 100% hétéro, oui. D'accord. Vous n'avez jamais essayé avec un homme ? Non. Et... Bon, pourtant, ils ont des belles fesses, les hommes. Oui, il y a des hommes qui peuvent avoir de très belles fesses, ça c'est sûr. J'aurais eu des occasions éventuellement dans des boîtes de nuit, parce que quand j'étais jeune, j'allais dans les boîtes de nuit gays, parce que c'est là qu'il y avait les plus belles jeunes filles qui étaient tranquilles, du coup, qui pouvaient danser tranquillement. Le petit malin. Et j'ai eu des occasions à cette époque-là, mais je les ai pas concrétisées parce que c'est vrai que j'ai pas. Ouais, puis en plus, vous aviez pas de concurrence, c'était facile pour les draguer. Oui, c'est ça. Et puis, moi, c'est malin, ça. Cela dit, c'est dommage parce que je me suis du coup fermé à des occasions, mais c'est bon, voilà, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Non, écoutez, si vous aviez été attiré, vous l'auriez su, de toute façon. Et alors, dernière question, quelle est pour vous la qualité essentielle d'une bonne maîtresse ? Alors, d'une bonne maîtresse, on parle de partenaire sexuel, évidemment. Pas à l'école, c'est fini, Charles. Vous avez plus l'âge d'aller à l'école. Alors, moi, je pense que c'est la capacité à se laisser aller. Pas mal, oui. Voilà. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Fabrice Bach qui vous écoute. Allez-y. Alors, Fabrice, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez eu des cas dans votre cabinet de gens qui sont venus vous voir en vous disant voilà, j'ai un souci parce que j'ai eu ma première rencontre amoureuse, ça a été féerique avec ma femme, ça se passe très bien, etc. Et puis, d'un seul coup, j'ai un problème parce qu'il m'en arrive une deuxième rencontre amoureuse. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous approchez la chose. Si on vous le demande, est-ce que vous avez une approche plutôt moraliste, ou alors est-ce que vous avez une approche plutôt pragmatique, ou est-ce que vous dites moi je peux pas répondre à cette question, c'est votre problème. Enfin voilà, Alors c'est une question très intéressante parce que oui, effectivement, c'est déjà arrivé aussi bien par des hommes que par des femmes. Et là, à ce moment-là, ce que moi je vais mettre en question, je n'ai pas à avoir un regard moralisateur sur c'est bien, c'est mal, etc. Mais mettre en question plutôt la première relation sur qu'est-ce qui est manquant et que cette personne va pouvoir aller chercher ailleurs. Et l'idée étant de l'amener peut-être à réfléchir sur cet élément qui est manquant et qu'elle va chercher ailleurs. Pourquoi ça a disparu ? Est-ce que ça n'a jamais été là ? Et parce qu'effectivement, lorsque on rencontre quelqu'un et qu'on tombe réellement amoureux, c'est un réel travail que de faire vivre cet amour. Et parfois, sachant que cet amour est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et moi, c'est plutôt la question que je renvoie à la personne, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux par rapport à cela ? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette autre relation ? Est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de chercher la fin de la première et vous n'arrivez pas à l'assumer ? En tout cas, l'idée pour moi étant d'amener cette personne à réfléchir sur cette notion du bonheur et dans la relation à l'autre, qu'est-ce qu'elle cherche réellement ? Mais est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas être heureux en aimant deux personnes en même temps ? Alors, très bonne question. Alors, j'ai une réponse. Je me suis posé la question souvent parce que j'ai des patients qui me l'ont renvoyé, qui m'ont parlé du polyamour, etc. J'étais amené à me questionner et à réfléchir. Et je pense qu'effectivement, je ne pense pas qu'on puisse tomber amoureux de deux personnes au même moment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas possible. Et par contre, on peut trouver des
certains éléments chez une personne, avec des manques, des failles, et trouver quelque chose d'autre chez une autre personne. Maintenant, la question que je pose, est-ce que c'est véritablement de l'amour ? Dans les deux cas. Parce que l'amour a cette spécificité d'avoir quelque chose quand même qui est assez exclusif. Oui, mais on peut aimer deux de ses enfants. Là, on parle d'un amour parental. Mais vous pensez que l'amour avec la sexualité est forcément unique ? Non, mais c'est la question que pose Charles. Complètement. Il est unique, je pense. Maintenant, il peut ne pas durer dans le temps. Et au départ, dans ce moment de la rencontre, la rencontre, en fait, se fait d'une façon très, très ciblée. Et il y a trois temps de rencontre, en fait. Le premier temps de rencontre, c'est une rencontre physique. On va aller vers quelqu'un qui nous attire, potentiellement physiquement. Sans quoi, c'est un peu embêtant, tout de même. La deuxième rencontre, c'est une rencontre sentimentale et humaine. Et on se rend compte que notre univers, ne va pas compléter l'univers de l'autre, mais va l'étendre. Et la réciproque est vraie. Et là, on rentre dans une fascination de l'autre. Et cette fascination nous amène à se dire, j'ai envie de passer beaucoup de temps avec lui, j'ai envie de le connaître encore plus. Et là, on tombe amoureux. Et arrive la troisième rencontre, c'est une rencontre plus intime, sexuelle. Puis là, on se dit, tiens, finalement, là aussi, il se passe des choses intéressantes. Et on a envie de continuer plus loin. Or, ce que l'on constate, et ce que moi j'ai constaté depuis un certain temps, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une société du renoncement. On est prêt à renoncer à beaucoup de choses, puis à accepter. Il y a quelques années, je participais à une émission télé sur les mères célibataires qui voulaient refaire leur vie. Et il y avait une question posée qui m'était adressée du public, une jeune femme donc de 28 ans avec une petite fille qui disait je voudrais refaire ma vie, je n'y arrive pas. Et on me dit j'ai trop de critères et ça va pas. Et ma réponse était surprenante. Je lui dis si vos critères c'est qu'il fasse 1m90, qu'il chose du 44, qu'il soit brun, les yeux bleus, oui. Maintenant si vos critères c'est qu'il aime votre enfant, qu'il vous aime, qu'il fasse tout pour vous rendre heureuse, c'est des critères tout à fait fiables. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à renoncer à un certain nombre de choses. Et dans la construction de leur couple initial, il y a des blancs qui apparaissent. Puis ça devient un peu comme un morceau de gruyère. Alors ça tient pendant un temps. Mais dans la durée, ensuite, ces manques peuvent devenir de plus en plus importants. On va commencer à aller chercher des choses ailleurs. Voilà la réponse de Fabrice Bach. Charles, ça vous convient ? Ça me convient très bien, c'est tout à fait exhaustif, oui. Merci Charles en tout cas de cet échange. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi nous parler de vos rencontres au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, le miracle de la rencontre. On en parle avec Fabrice Bach qui est avec nous, psychologue, et Frédéric qui n'a pas connu une rencontre coup de foudre, me semble-t-il. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Oui, alors je tenais juste à dire en aparté par rapport à votre interlocuteur juste avant moi, je fais 1m90, 93 kg et je chose du 46. Ah, c'est pas mal. C'est bon. Eh bien, envoyez vos coordonnées, on va... c'est la jeune femme, on voit du haut. Écoutez Brigitte, ne me trompez pas, je vous connais depuis très longtemps, j'ai 51 ans, donc vous voyez. Je vois. Donc oui, ça fait quelque temps que je m'en suis aperçu que je suis dans un stéréotype, mais bon, c'est pas le sujet du moment. Pardon. Pourquoi pas, vous savez, on est sur Sud Radio, on est ouvert à tout, on peut tout entendre. Bien sûr. Maintenant, oui, voilà, pour vous dire mon parcours, j'ai rencontré une personne qui était dans mon stéréotype féminin et je suis tombé fou amoureux, comme on peut être passionné à 20 ans. Donc j'ai vécu 30 ans avec, j'ai on va dire un enfant 8 parce qu'elle avait déjà un enfant que j'ai pris sous ma coupe et que je considère comme mon enfant depuis après 30 ans d'exercice. On va dire notre relation est très bien, j'aurais pas rêvé mieux et j'ai eu un autre enfant avec qui est la même relation pareil avec et donc cette personne nous a mon ex, au bout de 30 ans, nous a auto-séparés, je dirais. Donc, et après, j'ai rencontré une autre personne avec qui j'ai senti beaucoup d'atomes crochus. Et avec qui vous êtes aujourd'hui ? Oui, je continue la relation, bien sûr. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est ouverte et qui est très, je sais pas comment l'expliquer exactement. Qui vous fait du bien, en tout cas. Voilà, c'est ça, qui me fait du bien.
On a l'impression, C'est ça. oui, que c'est quelqu'un qui vous répare un peu d'une rupture qui est finalement qui n'était pas voulue. Oui, voilà, la rupture n'était pas voulue. Qui me répare, non, parce que j'attends pas qu'on me répare. J'ai déjà été cassé de bonne heure avec mes parents. Donc, c'est pas une réparation. Je pense qu'on n'attend plus de réparation. À un certain moment, on attend juste... On peut toujours un peu se réparer, même par soi-même d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça dépend du caractère. Je suis assez ruminant, on va dire. Bon, en tout cas, c'est une femme qui vous fait du bien, avec qui vous êtes bien. Absolument, absolument. Vous êtes mieux avec elle que si vous étiez seul. Oui, bien sûr, je pense pas que l'être humain est fait pour vivre seul. En tout cas, ce que vous semblez dire, c'est que ça n'a pas été le coup de foudre, ça s'est fait au fur et à mesure des rencontres. Ça s'est fait, on s'est mis ensemble au bout de la deuxième fois que l'on s'est... Que vous êtes vu. Vous l'avez rencontré par un site de rencontre ? Non, pas du tout. C'est une amie d'un ami. D'accord. Mais c'était pas son ami. Ah non, pas du tout. Oui, non, mais j'avais compris comme ça, mais ça pouvait être ambigu, c'est pour ça que j'ai précisé. Non, c'était une relation qui se connaissait depuis longtemps en tant qu'amie, et voilà. Et donc à l'époque, alors. Et donc la première fois que vous la voyez, on va essayer de rester sur le sujet. La première fois que vous la voyez, vous vous êtes dit quoi ? Tiens, elle est jolie ou beauf Elle n'est pas du tout dans mon stéréotype féminin. D'accord. Donc vous l'avez pas spécialement remarqué plus que ça. Je l'avais déjà remarqué parce que je l'ai connue quelques années avant via mon ami, alors que j'étais déjà en couple avec mon ex. Ah, d'accord. Vous l'aviez quand même remarqué quelques années auparavant. Bien sûr. Mais vous n'étiez pas libre, donc vous n'aviez pas fait attention plus que ça. J'avais fait attention, mais n'étant pas libre, je ne me suis pas intéressé. Et pourtant, elle ne correspond pas à votre stéréotype féminin. Non. Donc qu'est-ce qui fait que vous l'aviez remarqué ? Son intelligence ? Dans la discussion, dans le dialogue, dans la positivité de la personne et le côté stable, tranquille, on va dire. D'accord. De la discussion, quoi. C'est quelqu'un qui est pas malhonnête, qui disait les choses franchement. Oui, alors là, ça explique tout. C'est-à-dire que vous êtes seul, et là, tout d'un coup, vous la revoyez, vous vous dites, au moins avec elle, je vais être bien, quoi. En grosso modo, en fait, suite à la fin de la première relation de bout de 30 ans, mon ami m'a dit, tiens, tu sais que la personne que tu as vue est disponible et que tu lui avais tapé dans l'œil aussi, à l'époque. D'accord. Donc il a joué au... L'entremetteur, oui. Voilà. Donc après j'ai repris relation avec elle. La première soirée s'est passée tranquillement. On a discuté et autres, et j'ai vraiment été intéressé par la personne en elle-même, sans parler du physique. C'est intéressant ce que vous évoquez. J'évoquais tout à l'heure les 3 étapes de la rencontre. Ces 3 étapes sont importantes. Et ce que vous évoquez, c'est qu'effectivement, oui, on peut avoir un stéréotype en tant qu'homme au niveau de la féminité, de ce qu'on s'en représente. Donc on est attiré à ce moment-là vers l'autre. Mais ce qui va véritablement permettre de construire la relation, c'est la deuxième rencontre, qui est celle de ce monde que l'on porte et que l'autre porte, et vous l'avez très bien évoqué, en termes d'écoute, de communication. On est intéressé par l'autre, par qui il est réellement, et la réciproque étant vraie. Et ça donne effectivement à ce moment-là le sentiment de pouvoir construire quelque chose à deux. L'attirance physique est quelque chose qui peut être intéressant, mais ça n'est pas tout. Ça ne fait pas tout. Parce qu'au bout d'un moment, c'était Serge Gainsbourg qui disait que seule la laideur devait être louée, car c'était la seule qui ne changeait pas dans le temps. Voilà. Oui. Bon, écoutez, merci Frédéric en tout cas de nous avoir raconté tout ça. Mais là, encore une fois, on voit bien que la première fois où ils se sont vus, il s'est quand même passé quelque chose. Il y a quelque chose. C'était pas possible, mais il s'était passé quelque chose. Et ça, c'est intéressant, mais c'était pas le moment, donc il fallait... On parle toujours de cette notion de timing. C'était pas le bon moment à ce moment-là. Et parfois, la vie présente des choses surprenantes. Les personnes se re-rencontrent de cette façon-là.
Et là, c'était un petit peu décidé quand même, hein, mais en effet, c'était nécessaire qu'il y ait un entremetteur. Merci beaucoup, Frédéric. On continue avec vous sur Sud Radio après les infos. Vous venez nous raconter votre rencontre. 0826 300 300. Petite devinette aussi, pourquoi la connerie, c'est comme l'éjaculation. Vous avez le temps des infos pour trouver une réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la rencontre. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est réellement au premier regard ? En tout cas, on vous invite à témoigner sur Sud Radio au 0826 300 300. On va donner la parole à Caroline dans un instant. C'est Fabrice Bach qui est avec nous, psychologue, et puis qui va me donner d'ailleurs la réponse à ma devinette. Pourquoi la connerie, c'est comme l'éjaculation ? C'est sans fin, non, je sais pas, je cale. Parce que c'est facile à sortir, mais c'est bien difficile à avaler. Voilà. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Fabrice. Et la blague est pas mal. N'est-ce pas alors Caroline, vous allez nous parler de la rencontre avec votre mari, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Je suis avec mon compagnon depuis 18 ans. Donc on est mariés depuis 10 ans. Mais du coup, la rencontre, moi je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vraiment... ça fait cliché, mais c'est vraiment pour moi l'homme de ma vie. Voilà. Donc vous vous êtes rencontrés où ? Racontez-nous. Alors on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. À l'époque, c'était un emploi alimentaire pour l'un comme pour l'autre, et du coup, alors il n'y a pas du tout eu de coup de foudre parce que moi j'ai jamais connu ça dans ma vie. Je ne pense pas non plus que c'était un coup de foudre pour lui. Par contre, à l'époque, on était tous les deux. Lui, pour sa part, il venait de se séparer d'une longue relation qui s'était très mal terminée, et moi, j'avais un peu accumulé des échecs sentimentaux, et du coup, on était tous les deux dans des dispositions un peu semblables, sans le savoir. Un peu prudent. Pas tant que ça, c'était plutôt un peu blasé, j'ai envie de dire. Et on n'attendait pas grand-chose finalement, et je pense que ça a contribué à ce que cette relation puisse naître, en fait. Donc au début, j'imagine, vous vous êtes parlé, vous avez pris un verre ensemble, enfin, c'était une relation de collègues. Non, en fait, on se regardait, et en fait, comme on avait des collègues en commun, on a fait un guet-apens entre filles. Hein. on l'a invité. Moi, j'ai préparé une soirée avec mes collègues, et puis il était invité. Et en fait, après mes collègues, au bout d'un moment, sont partis. Il s'est retrouvé tout seul avec moi. D'accord. Donc vous avez organisé le guet-apens. Voilà. Ah oui. Donc vous aviez quand même flashé. Et c'est combien de temps après que vous soyez vus la première fois ? Je dirais à peu près un mois après. Oui, rapide quand même, oui. Ouais. Pour quelqu'un d'un peu blasé, c'est pas si mal. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, j'étais quand même pleine de contradictions aussi, et bon, je regrette pas pour le coup, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu portée aussi par mes collègues qui étaient des amis, qui m'ont un petit peu motivée, on va dire, en me disant que c'était quelqu'un de bien, et que voilà, que ça serait bien que je lui laisse une chance. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'étais un peu enfermée dans des représentations et de l'amour et de l'homme en général. Des croyances, vous aviez des croyances un peu négatives sur l'amour. Oui, moi j'avais une petite estime de moi, j'étais très déçue de l'amour, mais en même temps j'y connaissais rien finalement, et je m'autorisais pas à être moi-même et à vraiment m'ouvrir à ce qu'est réellement l'amour. Et du coup, de moi-même, je ne sais pas forcément les devoirs. Vous vous étiez certainement assez souvent confié à vos collègues femmes pour qu'elles puissent vous aider à ce que ça se passe. Hein, je oui, par contre, oui, on était proches, on se voyait très souvent en dehors du travail, donc elle savait aussi que j'avais cumulé des déceptions, et que j'allais certainement pas vers les hommes qui me convenaient aussi. Hein.
Donc du coup, là, il représentait vraiment un homme qui n'était pas une sorte de challenge pour moi, parce que moi j'étais vraiment là-dedans. J'allais toujours vers des hommes qui me correspondaient pas, qui n'étaient pas ni respectueux de la femme, ni respectueux de ma personne. Des bad boys, quoi. Oui, exactement. Et puis je pense qu'il y avait derrière peut-être un espèce de travail de sape de ma part. Et du coup, en m'autorisant à rencontrer donc la personne qui est devenue après mon mari, très vite je me suis fait prendre au jeu, parce que j'ai réalisé qu'en fait c'était un homme bien et que c'était plutôt plaisant d'être avec quelqu'un avec qui le dialogue était facile, avec qui on rigolait. Il y a une simplicité une complicité qui s'est installée très vite entre nous. Et on a beaucoup parlé. Et ça, vraiment, je pense que ça a participé à ce que quelque chose naisse entre nous. C'est intéressant ce que vous évoquez, parce qu'effectivement, dans les relations avant, ce que vous évoquez, c'est que vous ne vous autorisiez pas à vraiment rencontrer l'autre et à être heureuse. Donc, vous aviez certaines stéréotypies. Un bad boy, c'est toujours attirant. Voilà, il a un regard sombre. Sauf qu'il peut aussi avoir un côté sombre en lui, qui peut devenir très problématique. Souvent, ce qui va être touché, c'est la notion de respect. On se retrouve dans une position de soumission. Et en fait, on rejoue souvent des schémas où, à un moment donné, bien avant, on n'a peut-être pas été respecté dans ses désirs, dans ses envies. Et on a le sentiment que voilà, ça doit se répéter encore et encore. Si ce n'est qu'un jour, vous avez dit stop. Et c'est ça qui devient intéressant. Vous avez dit stop dans cette histoire-là. C'est plus possible. Je veux plus vivre ça. Et là, vous avez rencontré quelqu'un de différent. Et vous avez découvert quelque chose de surprenant, bien que quelqu'un de posé, qui communique, qui vous écoute, qui vous regarde, qui vous respecte, ça devient quelque chose de très important. Et avec lequel je pouvais être moi-même, totalement. Exactement. Y compris dans ce que je pensais être des défauts. Et du coup, c'était la première fois de ma vie que je pouvais être véritablement moi-même, sans jouer un rôle, sans essayer d'être la femme parfaite, si tant est qu'elle puisse exister. Et c'est intéressant parce qu'après, on a pu en parler ensemble quand on s'est installé, qu'on s'est mis en ménage ensemble, et on a vraiment vécu la relation de la même façon finalement. Même si lui, il n'avait pas le même passé que moi, il s'est aussi autorisé à être lui-même, et c'est ça, à tomber le masque dès le départ. Et ça, c'est important parce que quand on porte un masque lors de la rencontre, finalement, à un moment donné, l'autre va nous découvrir tel qu'on est. Oui, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas la bonne personne, en fait. Et c'est ça qui est troublant. Oui, il y a une envie de séduire l'autre à ce moment-là, de l'attirer. Et pour peu que ce soit quelqu'un qui parle un peu, on comprend ce qu'il souhaite et on va le lui apporter. Mais il faut que ce qu'on apporte corresponde aussi à qui on est. Sans quoi, combien de fois dans mon cabinet, j'ai des hommes ou des femmes qui me disent mais c'est plus la femme que j'ai rencontrée, j'ai l'impression d'avoir été trompé. Oui, il y a un mauvais jeu qui s'est joué à ce moment-là. C'est vraiment ça, me semble-t-il, parce que du coup, moi je me souviens très bien qu'à l'époque j'étais vraiment le cliché de la jeune femme qui cherchait absolument à séduire, mais qui mélangeait séduction, amour, sexualité. Enfin, il y avait un mélange de tout ça, et du coup, je dégageais quelque chose qui n'était pas moi. Je m'attirais du coup des hommes qui ne voyaient pas qui j'étais. Bien sûr, et qui n'étaient pas ceux que vous aviez envie, parce que de toute façon, exactement. Vous pouviez pas être vous-même puisque vous aviez commencé la relation sous un autre angle. C'est important. Je dis pas encore une fois qu'il faut tout se dire dès la première rencontre, etc. Pas. Bien sûr que non. Mais il faut quand même essayer d'être authentique le plus possible. D'être vrai, c'est-à-dire l'image qu'on va présenter à l'autre. Oui, il y a une phase de séduction, il y a des choses qu'on va laisser dans l'ombre, bien entendu. On va pas commencer à exprimer à l'autre à la première rencontre qu'on a fait une dépression, qu'on a pris des antidépresseurs ou deux choses. Ça peut être un peu troublant et ça peut faire fuir quand même. Par contre, ce qu'on va montrer à l'autre, et c'est ça aussi ce qui est important, c'est aussi ce qu'on va chercher chez l'autre, être franc sur ce registre-là. Combien de fois j'entends des hommes qui souhaiteraient rencontrer une femme très féminine et ils vont vers autre chose parce qu'ils ont peur d'être taxés de sexistes ou de quoi que ce soit. Non, sans quoi vous jouez un faux jeu. Et à l'inverse, des femmes, comme vous disiez, à un moment donné, vous avez joué un rôle dans ce jeu de séduction, mais du coup, ce jeu de séduction s'arrêtait là, et ce qu'il y avait après derrière ne pouvait pas aboutir sur autre chose. Et un jour, vous avez décidé de vivre une vraie rencontre. Alors, j'ai quand même séduit aussi
parce que je dégageais, mais et d'ailleurs au début on avait parce que vous êtes séduisante, c'est tout, Caroline. Naturellement. Voilà. Oui, bon, oui. oui, sans doute que je dois avoir quand même une certaine séduction. Sûrement. Mais en tout cas au début je sais qu'on avait une intimité assez torride et du coup c'est un aspect qui lui a plu aussi chez moi. Mais maintenant ça fait 18 ans qu'on est ensemble et en fait la vie est bien faite parce que rapidement en fait moi j'ai pu faire tomber le masque et du coup arrêter d'être cette espèce de folle de sexe que j'essayais d'être alors que j'étais pas comme ça en vrai. J'étais très fleur bleue et je suis très romantique. Alors l'un n'empêche pas l'autre en même temps, mais voilà. Et du coup très rapidement il se trouve que dans la vie moi j'ai eu des problèmes de santé assez importants sur le plan gynécologique pour le coup et donc notre couple évidemment a dû traverser tout ça parce qu'on a traversé de nombreuses fois des phases où on ne pouvait plus avoir de sexualité, où c'était en tout cas très 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 difficile et du coup on est passé à travers tout ça, mais parce que justement très vite dans notre relation on a beaucoup parlé, on s'est raconté nos vies, on n'a pas pu avoir d'enfants dans notre parcours, donc on a été aussi en thérapie pour en parler et on s'est encore plus rencontrés à travers la thérapie parce qu'on a raconté nos histoires et du coup en étant vraiment nous-mêmes, ça nous a vraiment soudés. Mais vous savez Caroline, quand grâce à l'autre, on peut se livrer dans sa vérité la plus profonde, c'est aussi un gage de durée dans le couple. Complètement. Oui, je pense, oui, complètement. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Si on s'est rencontrés, c'est que on avait vraiment un chemin à faire ensemble et voilà, moi je vois pas ma vie sans lui en tout cas. C'est intéressant parce que ça renvoie effectivement quand on rencontre quelqu'un, on va construire un couple. Il y a différentes formes de couple. Paradoxalement, il n'y en a pas 50, il y en a 4 précisément. Et là, ça devient intéressant à voir. On a un couple qui se construit pour combler les failles. On va combler les failles l'un de l'autre. Alors au départ, c'est bien, c'est rassurant comme couple, sauf que le problème qui peut se présenter, c'est qu'à un moment donné, si l'un des deux sur son chemin de vie personnel, a comblé ses failles. Mais il n'a plus besoin de l'autre. Eh oui. Donc, je suis plus loin qu'on comble mes failles, donc on se retrouve en décalage. Et souvent, à la fin, ça finit par des conflits très importants, assez violents. Parce que du coup, ce qu'on supportait chez l'autre qui n'allait pas, on ne le supporte plus. Oui, parce que l'autre a gardé ses failles. Lui, il n'a pas évolué. Eh bien, vous allez nous raconter les 3 autres sortes de couples dans un instant, Fabrice Bach. Et puis, on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est Fabrice Bach qui est avec nous. On va continuer bien sûr avec vous à évoquer la rencontre. Alors, vous nous parlez des 4 styles de rencontres. La première, c'est 2 personnes qui comblent leurs failles, généralement les mêmes. Mais bien sûr. Malheureusement, ça dure pas longtemps. La deuxième entité de couple, c'est la complémentarité positive. Donc on va effectivement apprécier les points positifs, ça va nous unir, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus forcément de désir, il n'y a plus forcément d'envie. Puis ce sont des couples qui évoluent vers des relations amicales, vers la colocation. Voilà, on s'aime bien en fait, ça va plus loin que ça. Après, vous avez le couple passionnel. Alors la passion, elle existe au début de la rencontre, heureusement, parce que si elle n'est pas là, c'est un peu problématique. Et c'est quelque chose qui brûle, qui est incandescent. On n'a toujours pas envie d'être avec l'autre, on se touche à peine, ça y est, on est en plein défluve. Par contre, ça doit évoluer. Parce que si le couple passionnel n'évolue pas... Sauf si c'est un couple qui ne se voit que pour les bons moments. Là, ça peut durer assez longtemps. Ça peut durer. La passion va durer suivant la fréquence des rencontres. Peut durer 3-4 mois si on se rencontre régulièrement. Si on se rencontre une fois par semaine, ça va durer un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, cette passion doit se transformer en amour. Bien sûr. Et c'est souvent l'un qui va amener sa transformation. Sans quoi, si ça ne se transforme pas en amour, ça va se transformer en autre chose qui est encore plus fort que l'amour. La haine. Exactement. En haine. C'est les gens qui vont se détester. Et puis, il y a la 4e forme de rencontre, celle qu'on souhaiterait tous. C'est la rencontre osmotique. Alors ça, c'est effectivement, quand on discute avec ces gens, pourquoi elle ou pourquoi lui, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Comme le disait un jour un de mes patients, j'ai l'impression qu'elle est sortie de mon imaginaire. Ce que vient de nous raconter Caroline, on a l'impression que c'est un peu ça. Exactement. Oui. Ce sont des relations très fortes. Alors attention, elles ne sont pas sereines. Il y a parfois des conflits, des tensions qui sont là très importants. Par contre, il y a quelque chose qui est toujours préservé, la capacité de communication et d'échanger. Oui, mais c'est peut-être aussi 2 personnes qui sont quand même à peu près construites. Tout à fait. Sinon, ça ne peut pas marcher. Dans le bon timing, avec une bonne construction, on vient chercher la même chose, et là, la rencontre osmotique se fait.
Valérie maintenant est avec nous. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Merci. Donc vous avez fait 2 belles rencontres dans votre vie. Oui, tout à fait. Des rencontres assez déterminantes. Puis la dernière, donc je suis toujours avec lui. Donc j'ai 52 ans. J'ai rencontré il y a à peu près 8 ans maintenant, dans le cadre de mon activité, un homme marié. Donc je suis tombée assez follement amoureuse. Notre relation a duré 3 ans. Et c'était une passion qui était très compliquée. Une passion. Oui. Donc forcément. J'écoutais très attentivement à ce que disait Fabrice, le fait d'animer cette passion, parce qu'on se voyait vraiment pas souvent. On se voyait 2 fois par semaine. Lui habitait pas du tout la même région. Et pas longtemps en plus. Donc, Non, c'était 24 ou 48 heures. Et c'était vraiment quelqu'un de brillant que j'aimais passionnément. Et cette relation a duré un peu plus de 3 ans et j'ai dû mettre malheureusement fin parce qu'il n'y avait aucune décision de sa part qui ne pouvait être prise. Il y avait toujours des timings. Laisse-moi du temps, laisse-moi 1 mois, laisse-moi 2 mois, laisse-moi 4 mois. Et moi, je suis quelqu'un de très entier, très très compliqué de rester dans l'ombre et de ne présenter à personne. C'est terrible, terrible. Oui, et puis vous deviez commencer à être dans le manque quand il n'était pas là, j'imagine. Et puis, Et puis les rancœurs s'ajoutent. On lui en veut. Tout à fait. Ouais, c'est ça, on lui en veut. On se dit vulgairement qu'il n'y a pas les cojones de quitter sa femme. Donc, puis des deadlines complètement inutiles. Donc, au bout d'un moment, on prend les devants et puis voilà, on décide d'arrêter parce qu'il y a le corps aussi qui commence à être un petit peu bizarre. On se demande ce qu'on a et j'ai fait des crises de panique extrêmement violentes. Et je ne savais pas du tout ce que j'avais. C'est vraiment cette sensation de mort imminente en disant là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça a été très 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 compliqué pour moi parce que j'ai fait scanner, IRM, prise de sang. Je me suis dit je dois avoir vraiment une maladie terrible. Parce que oui, la maladie d'amour, c'est une maladie terrible. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ça peut générer effectivement, si à un moment donné, la passion qui peut être là, qui anime, et la sensation de manque. Vraiment, c'est du manque comme de la drogue. Sur le plan neurophysiologique, on a vraiment cela. À un moment donné, le corps ne supporte plus et va somatiser. C'est exactement ça. Oui, puis ça a dû réveiller des blessures qui sont difficiles. Une sorte de... Vous y avez cru, visiblement, de toute façon, au début, dans cette histoire. Et peut-être qu'il vous a trop laissé croire. Moi, je pense que ce qui serait bien quand on est dans une passion comme ça et qu'on n'est pas libre, c'est de prévenir l'autre que de toute façon, il n'y a pas d'avenir commun. On peut vivre cette passion très longtemps, mais il faut être... Peut-être qu'il n'a pas été assez clair ou vous n'avez pas voulu l'entendre, je ne sais pas. Disons que au départ, donc je ne savais pas qu'il était marié. Je l'ai su après, dans les quelques mois qu'on suivi la relation, et là je me suis dit, déjà, malheureusement. Déjà là, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été dit, oui. Ouais. C'est toujours une problématique, donc, ces triangulations en fait. Malheureusement, on peut être attiré par quelqu'un qui lui-même est en couple. L'issue est rarement heureuse, malheureusement. Alors, ce que j'ai pu en voir au niveau de mes patients, c'est que les femmes vont être plus prêtes à quitter à ce moment-là. Les hommes, c'est très compliqué. Oui, parce que les femmes, souvent, sont plus dominées par leurs émotions et leurs sentiments que les hommes. Et donc, elles peuvent agir plus facilement, cette séparation. Les hommes, dans une relation triangulaire, ils font exactement ce que vous avez vécu. C'est l'attente. Puis tant que ça dure, ça dure. Puis un jour, c'est effectivement vous qui avez pris la décision de dire stop, parce que vous n'en pouviez plus. Et puis ça dure, et puis je pense que ça aurait pu durer encore longtemps, si je n'avais pas pris de décision. C'était très confort pour lui. Il avait, puis en plus il y a tout le passif, il y a 20 ans avec sa femme. Alors très confort, c'est très confort, c'est pas sûr, parce qu'il était peut-être très amoureux de vous et peut-être aussi pas toujours bien quand vous étiez loin. C'est pas forcément parce que c'est confortable que l'homme ne quitte pas. C'est juste parce que l'homme fonctionne différemment, voilà. Et après, j'ai pas de jugement à dire c'est mieux, c'est moins bien. Les hommes ont souvent plus peur,
je pense, de modifier des choses, de faire des changements de fond. Oui, ils ont parfois aussi un lien de loyauté plus fort vis-à-vis de leur épouse, ou de la peut-être parce que ils ont un lien de loyauté à maman, et qui font un transfert, je ne sais pas. Mais je trouve que quelque part, c'est pas forcément toujours négatif, de ne pas vouloir quitter celle avec qui on a décidé de faire sa vie. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que le fait d'avoir une relation haute, comme vous l'avez eu, potentiellement pour l'homme, ça peut amener à se questionner aussi sur pourquoi il a besoin d'autre chose ailleurs. Et mais parfois il y a des hommes qui restent aussi, notamment s'il y a une dimension de parentalité. C'est vrai, c'est la mère de leurs enfants, oui. Et voilà. Et ou donc quand il y a des biens matériels aussi. Ça, j'ai remarqué aussi que ça pouvait... Ces raisons sont très pragmatiques. Oui, l'homme pour des raisons matérielles... Alors on était dans ce cas-là. Hein. C'est ça, oui. C'était vraiment ce cas-là, oui. Ouais. Ça aurait mis il aurait fallu tout partager avec son épouse, et c'était pas forcément facile. Oui, c'était ça. Je crois que vous avez une autre rencontre à nous raconter. Valérie, restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous et on évoque les rencontres. Donc on a compris la première rencontre dont nous a parlé Valérie. Là, c'est réellement la rencontre passionnelle qui a duré le temps d'une passion. Et puis à un moment donné, passion, c'est souvent souffrance. Et quand on se rend compte qu'on souffre trop, on y met fin. C'est pas toujours facile, mais bon. Et donc ensuite, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. C'est bien ça, Valérie ? Oui, exactement. Donc après cette rupture où je suis restée un peu plus d'un an seule en me disant c'est terminé, je serai toute seule toute ma vie, c'est pas pour moi ce genre de relation. Mes copines me disent mais non, tu peux pas continuer, on va t'inscrire sur un site. Donc elles m'ont inscrit un peu malgré moi sur un site en disant tu vas nous tenir informés, voilà. On te fait un petit profil sympa. Quand même les copines, c'est sympa. On a toujours des copines quelque part. Nous les hommes, on n'a pas les copains. Mais les filles, les copines. Grand merci aux copines. Oui, c'est vrai. Et une photo de moi, très sympa, vraiment moi au naturel. Et puis voilà. Et puis là, je commence à regarder. Et puis je tombe donc sur cette personne. Et puis avec une photo très chouette, avec une chemise noire, un peu floue, mais on voyait quand même ses traits. Donc voilà, je match et puis là, on est à 2-3 jours en train de discuter, mais très sympa, vraiment très sympa, de tout et de rien. Et c'est vrai qu'il fallait tout le temps se reconnecter sur cette appli en tapant le mot de passe. Je fais écoute, je te donne mon numéro de téléphone et tu m'appelles et je me désactive de cette application. Et je me désactive. Ni en attendant ni le oui, ni le non, ni le pourquoi. Et j'ai plus de nouvelles. Aïe. Plus de nouvelles. Donc ça, c'était, c'était au mois de juin il y a 7 ans. Et puis voilà. Et les grandes vacances passent, plus rien. Et puis mes copines, elles me disent alors, écoute, alors rien, j'étais avec quelqu'un. Et ça, dit, tu devrais t'y remettre, tu t'es désactivé tout de suite. Et je retente 3 mois après. Et puis là, je vois les matchs et il me dit oh là là, merde, t'es là, donne ton numéro tout de suite. Et je dis ok. Et voilà, et ça fait 7 ans que ça dure. Ah oui, donc il avait perdu votre numéro, j'imagine, c'est ça ? Oui, parce qu'il était dans un événement et il y avait énormément de monde autour de lui. Il a dit mais comment ? Elle me dit oh là là, donne-moi un stylo, je suis avec une nana, ça fait quelques jours on discutait tout ça. Et puis le temps, qu'ils prennent le stylo et tout ça, j'étais partie. Et on s'est retrouvés 3 mois après. D'accord. Si vous n'étiez pas réinscrite sur le site, vous ne l'auriez jamais revu, donc enfin jamais rencontré finalement. Ah non. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à... J'aime bien ce que vous nous racontez, parce qu'au fond, vous avez accepté de vous redonner une seconde chance, et c'est bien. Vous auriez pu vous dire, plus zut. Oui. Oui, c'est vrai. Mais là, en plus, l'avantage, c'est que là, il était complètement célibataire. Donc là, on peut vivre l'histoire au grand jour. Et ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, oui, exactement. 7 ans, c'est un premier cap important déjà. Si vous avez passé les 7 premières années, déjà, c'est bien. Bon, écoutez, on vous en souhaite encore quelques fois 7. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci en tout cas d'avoir témoigné. Et puis je crois que vous avez envie de nous raconter votre rencontre aussi, Isabelle. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. J'écoutais tout à l'heure l'émission, Fabrice, quand vous disiez que vous parliez des quatre rencontres différentes. Dans mon expérience de vie, j'en suis déjà à 3 ou 4 même. Oui.
la rencontre passionnelle, je l'ai vécue jusqu'à la haine. La rencontre du colocataire, du compagnon de vie, c'était le père de mes enfants pendant 20 ans. Et aujourd'hui, la rencontre que je vis, c'est entre l'osmose et la rencontre qui soigne et qui guérit. Mais voilà, je sais pas où me situer dans cette rencontre-là, parce que moi j'ai l'impression d'avoir rencontré mon jumeau en fait. D'accord. Donc c'est drôle. Ça fait combien de temps que vous vous êtes rencontrés là ? On fait partie du même groupe d'amis depuis une bonne année, et on s'est vraiment rencontrés tous les deux il y a 6 mois. D'accord, donc c'est très récent. Vous êtes encore dans la découverte l'un de l'autre. Complètement, mais on s'était déjà rencontrés complètement par hasard il y a 3 ans. Et l'un des deux n'était pas libre ? Non, il venait juste de divorcer, et moi, j'emménageais dans mon appartement, je vendais un truc, et puis il venait, sur le bon coin, il venait l'acheter. Et en fait, quand il est parti, je me suis dit, ouais, ce gars, il me plaît bien, mais c'est dommage qu'il vienne juste de divorcer parce que il a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, et je m'étais dit, c'est dommage, en fait, parce que, ouais, j'avais eu quelque chose. Vous aviez un peu flashé quand même, donc. Ouais, oui, il y avait quelque chose qui s'était passé, en fait. Et puis après, j'avais complètement oublié tout ça. Et c'est lui qui m'a rappelé qu'il était venu, que c'était lui qui m'avait acheté mon micro-ondes il y a 3 ans. Et c'était drôle, j'avais trouvé ça drôle. Et voilà, on s'était rappelé ça. Et du coup, la vie nous a remis sur le même chemin l'année dernière. Et en quoi vous avez l'impression que vous soignez mutuellement ? Moi, j'ai l'impression qu'il m'aide. Moi, je travaille sur moi à travers cette histoire, parce que il me laisse être moi-même. Et comme parfois j'ai un côté excessif, on va dire, dans mes réactions et dans mon comportement, lui, il me laisse être cette personne-là. Et je me dis, ça va pas du tout rectifier. Et en fait, c'est comme ça que j'avance, et je m'apaise, en fait. Je m'apaise de moi-même grâce à lui. Et c'est la seule personne dans toute l'histoire que j'ai eue qui me permet ça, en fait. Et ou c'est moi qui m'autorise ça avec lui, mais il est toujours là, au final. Même si parfois, c'est pas simple, c'est pas facile, même s'il y a eu des fois où j'avais besoin de m'éloigner, et lui aussi. Donc, on finit toujours par se retrouver et par être ensemble et par être bien. Il y a cette osmose physique, sexuelle. J'ai l'impression qu'il vous accepte tel que vous êtes, non ? Enfin, il me semble que c'est plutôt bon signe, ça. Je pense que c'est ça. Et moi aussi, je l'accepte comme il est, avec ses qualités, ses défauts, ses failles, et cette problématique et son chemin à faire de son côté. Mais en fait, je me sers pas de lui pour me soigner. Mais voyez, faites bien la différence, Isabelle, entre quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est et puis quelqu'un qui essaye de nous réparer. Quand on parle de la rencontre qui permet de combler ses failles, c'est quelqu'un qui va quelque part nous porter un petit peu, ce qui ne semble pas être le cas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Fabrice. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment 2 choses différentes. La rencontre osmotique, ce que vous semblez décrire, il y a vraiment une collusion intellectuelle, affective, sensorielle qui est là, qui est très forte. Et dans le fait d'une rencontre qui soigne, on a ses blessures et l'autre va agir par rapport à ses blessures en totale bienveillance, Oui, mais le couple se construit pas là, dans ce contexte-là, sur des fondamentaux cohérents. Maintenant, le fait d'être accepté tel que l'on est, alors attention aussi par rapport à ça, parce que souvent c'est une grande illusion de dire il me prend enfin comme je suis. Je dirais, il vous prend comme vous êtes. Si c'est à 80%, c'est déjà génial, c'est extraordinaire. Après, les 20% qui restent, il y a des choses qui ne changeront jamais, des choses qui permettent d'être aussi dans l'adaptation à l'autre, ce qui permet, et la réciproque est vraie pour lui, de constater que finalement, il y a quelque chose qui se construit dans ce couple et qu'on s'améliore soi-même dans ce couple. Mais là, c'est pas une relation de soignant, en fait. Oui, la relation osmotique, c'est ça. C'est ça, mais on est parti sur une relation légère depuis 6 mois, et on n'a pas... Il n'y a pas de projection, mais en fait, au final, on est toujours là. On est toujours. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand il a besoin de moi, je suis là. Là, j'ai eu un accident. J'ai la jambe cassée, et en fait, il est là, alors que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là autant, en fait. Et
Et du coup, c'est agréable. J'expérimente tout un tas de... Mais parce que vous n'avez pas encore découvert, Isabelle, à quel point l'homme aime être le sauveur sur qui on peut compter quand on est un petit peu fragilisé. C'est quelque chose de très fréquent chez l'homme. Hein. Mais tout à fait. Et ça fait partie de son identité profonde, j'aurais envie de dire. Il a besoin de se sentir utile, mais vraiment d'une façon très pragmatique, très fonctionnelle. C'est sa façon à lui de manifester son attachement aussi, et son amour à ce moment-là. Et c'est là où il faut être vigilant, parce que voilà, parfois il peut faire des choses d'une façon pas forcément adéquate. Il veut vous aider à faire le ménage, il le fait pas aussi bien que vous. On va pas lui en faire un reproche. Oh là là, t'as encore une fois oublié de faire ça. On va dire, ah, c'est génial ce que tu as fait, je te remercie. La prochaine fois, ça te dérangerait pas de faire ça aussi? Et ça marche, parce qu'il va le faire. Mais après, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas embêtante par rapport à ça. Je suis obligée de lâcher prise parce que je suis immobilisée. Donc, les gens font le même ménage comme ils veulent. C'est pas grave, ça. La seule chose qui a changé en moi, c'est peut-être ma façon de me voir, moi, en fait. Et de m'autoriser à être celle que je suis vraiment au fond de moi. Mais ça devrait être ça, Isabelle, l'amour. Ça devrait être ça, c'est-à-dire que on peut être soi dans le regard de l'autre. C'est un miroir qui nous permet de. C'est plutôt bon signe ce que vous nous dites. Complètement. Oui. Complètement. Mais après, la notion d'amour, elle est propre à chacun et pour lui, c'est plus compliqué parce que lui comme moi, hein, on s'interroge souvent sur ce que c'est que l'amour et qu'est-ce qu'on ressent. Pour certains, c'est avoir les papillons dans le ventre et avoir le feu, et pour d'autres, c'est quelque chose de très apaisé. Moi, aujourd'hui, j'en suis à me dire que pour moi, c'est quelque chose de très apaisé parce que le feu, les papillons, pour moi, c'était de l'anxiété. Ça s'appelle de la passion, ça. Exactement. Oui, mais c'était anxieux, en fait. Oui, c'est anxiogène. Mais je crois que c'est intéressant ce que vous décrivez, c'est que l'amour est quelque chose qui évolue dans le temps. Ouais. Le poser comme étant quelque chose qui s'est figé, comme on s'est rencontré, on s'est aimé, ça durera tout le temps, c'est une illusion. Et le problème, c'est qu'un jour, on se désillusionne, parce que les choses changent dans le temps. Et l'amour est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et on n'aime pas l'autre au bout de 10 ans comme on l'a aimé quand on l'a rencontré. Par contre, c'est un amour qui est toujours là. Et la force, c'est le fait qu'il ait évolué dans le temps. Lorsqu'on veut le figer, là, c'est très problématique. On rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'immobilisme, une sorte de tombeau qui tombe et il ne se passera plus jamais rien. Enfin, c'est un mouroir pour le couple. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention dans une relation à deux, de ne pas tomber dans la routine, parce que c'est comme ça qu'on fige l'amour. C'est pour ça qu'il faut se surprendre, s'étonner, changer des choses. Mais pour l'instant, ce que vous nous dites, moi, je trouve que c'est assez positif, hein, Isabelle. Je trouve que pour moi, c'est assez positif. Après, pour lui, c'est différent et il évoluera à son rythme. Et après. Mais ne parlez pas de lui, Isabelle, vous en savez rien. Si ça se trouve, s'il était à l'antenne, il nous dirait tout à fait autre chose. Faites attention de ne pas interpréter ce que vous pensez de sa manière de vous aimer. Ce qui semble le cas, c'est qu'il est présent et qu'il est là quand vous avez besoin de lui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Mon prof de golf, il dit l'analyse parallèle. Donc arrête d'analyser et profite. Lâche prise, et c'est vrai, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'une relation peut fonctionner. Vous avez raison, hein, je suis pas dans sa tête et je ne sais pas ce qu'il pense et ça lui appartient. Mais c'est vrai, je pense pour moi déjà, c'est déjà. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, posez-lui la question, tout simplement. Parce que la base d'une relation amoureuse, sentimentale, c'est aussi la franchise de ce qu'on peut se dire, sans avoir peur de blesser l'autre, parce qu'il y a toujours énormément de bienveillance. Oui. Et ça, c'est important. Merci beaucoup Isabelle, en tout cas, merci à vous. Et on vous laisse ce jeu Fantasy Play qu'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. On fait une petite pause et puis nous allons conclure sur cette belle émission sur la rencontre. Et on voit bien que il y a quand même toujours quelque chose d'assez fort et qui s'est souvent installé malgré nous, parfois en amont, etc. On peut chercher à rencontrer quelqu'un. Combien de fois je l'ai entendu, il ne se passe rien et un jour on dit bon allez j'arrête, c'est bon, et là il se passe quelque chose. Et oui, c'est le miracle de la rencontre. Allez, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous évoquons la rencontre avec Fabrice Bach. Vous êtes psychologue. Je rappelle que vous avez écrit un très joli livre sur les jumeaux, si ça intéresse certains de nos auditeurs qui ont peut-être des jumeaux. Ça s'appelle Jumeaux, tout simplement. C'est aux éditions Solar. Il faudra qu'on revienne sur ce sujet, d'ailleurs, un de ces jours. On avait eu beaucoup d'appels, d'ailleurs. Oui. Eh bien, on va conclure par une rencontre qui démarre pas forcément au départ. Et c'est intéressant aussi, ça, parce que ça existe, ce genre de rencontre. Bonjour, Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Eh bien, alors, on vous écoute, allez-y. Donc oui, moi c'était il y a 1 an et demi que j'ai rencontré la personne avec qui je suis toujours. Et en effet, je l'ai rencontré. Je n'ai pas eu de sentiments amoureux qui sont venus de suite. Et vous le rencontrez dans quelles circonstances ? C'était une soirée, il est musicien, donc voilà, il est venu vers moi. Moi, je l'avais pas remarqué. D'accord, donc c'est lui qui vous avait remarqué. C'est ça. D'accord. Exactement. Et du coup, en fait, par rapport aux autres relations que j'ai eues, où j'avais l'impression que j'étais amoureuse de suite, là, en fait, ça prend du temps. On se découvre. C'est lui qui met le tempo, d'ailleurs, j'allais dire un peu. Et en fait, c'est complètement différent pour moi. J'ai l'impression que l'amour se construit en fait et il prend du temps. J'ai l'impression que ça se renforce au fil des mois. Vous êtes en train tout doucement de succomber à son charme et à son pouvoir de séduction, n'est-ce pas ? Oui, mais au-delà de ça, ça va aussi dans je me rends compte de sa personnalité. Que, vous voyez, je suis pas. En fait, j'ai l'impression dans cette relation que je n'ai pas été aveuglée par le sentiment amoureux d'entrée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai l'impression que je vois mieux, en fait, la personne. J'ai l'impression que ça vous rassure d'ailleurs, hein ? Oui, c'est la première fois de ma vie et du coup, je suis plus sereine en tout cas. J'ai du mal à l'accepter parce que des fois j'aime bien que ça, que c'était pas la grande émotion au départ, mais en fait ça monte, c'est de plus en plus intense. Mais est-ce que justement c'est intéressant, c'est pas ça le véritable amour ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui émerge tout doucement et qui grandit, une graine qui pousse, qui va donner une fleur, qui s'épanouit petit à petit, et quelque chose qui est fluent. Oui, à un moment donné, la passion est là, bien entendu, mais le véritable amour grandit petit à petit. Il n'est pas donné d'emblée, en fait. Quand on dit le fameux coup de foudre où on tombe amoureux, attention, souvent on tombe amoureux de quoi à ce moment-là ? Ou de qui ? Oui, le coup de foudre, c'est souvent quelque chose qui comble des grandes failles, et c'est souvent on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas celui dont on tombe amoureux. Hein. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Hein. Alors c'est intéressant sur le fait que l'amour rend aveugle, parce que il a été établi que sur le plan neurophysiologique, au niveau du cerveau, donc certaines zones sont inhibées, et notamment la zone au niveau du contrôle et de la cohérence. On dit tomber fou amoureux parce qu'on perd toute cohérence à ce moment-là, mais sur le plan neurophysiologique. Absolument. Tandis que là, vous n'êtes pas tombée amoureuse, puisque au début, mais lui est certainement plus que vous tombé amoureux. Mais je sais pas sûre, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très sceptique par rapport aux femmes. Il en a eu il a eu 2 ou 3 aventures dans sa vie, et il est resté très longtemps, mais parce qu'il est méfiant et du coup il prend son temps, en fait, pour connaître la personne. Oui, d'accord, mais c'est lui qui est venu vers vous et c'est lui qui a un petit peu ramé au départ pour que vous puissiez entamer la relation. Oui, mais du coup, c'est... Donc c'est qu'il a eu une attirance pour vous, sinon il aurait laissé tomber. Bien sûr, c'est une attirance physique. Si c'était juste... Oui, mais je veux dire, si ça avait été juste comme ça, vous ou une autre d'ailleurs, vu la résistance que vous avez mis au début, il aurait laissé tomber, il aurait été avec une autre, vous voyez. Donc lui, je pense qu'il y a eu quelque chose au début qui lui a donné envie de faire l'effort d'aller plus loin. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que la relation, souvent on se dit, mais est-ce que c'est une relation sur du court terme, moyen terme, long terme ? On peut pas trop savoir, mais en tout cas il y a quelque chose. Effectivement, la relation doit être testée. Une façon de la tester, c'est à un moment donné, quand on met un peu de réticence et l'autre s'accroche, on se dit, oui, tiens, il s'intéresse quand même réellement à moi. Sans quoi il passerait vers quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.
avoir l'illusion de se dire on tombe fou amoureux d'un seul coup comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent aux femmes, moins maintenant parce qu'elles sont quand même un peu plus libérées, mais on disait aux femmes de jamais coucher le premier soir parce que le premier soir, vous savez jamais si c'est parce qu'il a envie de vous sauter ou si c'est parce que vous l'intéressez. Exactement. Vous voyez, Tiffany, tandis que là, vous pouvez être sûr que vous l'intéressiez. C'était pas juste pour vous sauter, si je peux me permettre. D'accord. Oui. Après, on n'a pas non plus attendu, 3 mois. Non, mais j'entends bien. Mais vous voyez, il y a eu quelque chose quand même qui a fait qu'il a eu envie. Et puis vous, ce que vous découvrez visiblement, c'est que cet homme vous fait du bien. Et c'est peut-être ça le véritable amour. C'est d'être avec quelqu'un qui nous permet d'être plus heureux que si on était seul, quoi. C'est bien la seule raison d'être à deux, c'est qu'on est plus fort et on est mieux à deux. La force d'attraction est là et de cohésion du couple. Et que dire que d'être tout seul dans son coin, et puis on se rend compte que brusquement on peut pas vivre sans l'autre, puis il nous soutient, et puis on a envie de passer du temps avec lui, il nous fait rêver, on le fait rêver, il y a toute une alchimie qui va s'établir petit à petit et dans la temporalité. Et après, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes deux, et moi c'était le problème à chaque fois avec mes autres relations, nous sommes deux indépendants, et donc on comprend la réaction de l'un et l'autre. Vous voyez, en fait, on n'est pas scotchés tout le temps ensemble, ou s'il n'y a pas 3 jours sans coup de fil, c'est pas grave. Mais quand les moments sont vécus ensemble, quand on est tous les deux, et lui, c'est ça qu'il a cette faculté d'être très concentré sur ce qu'il fait. Donc, je sais pas, c'est intense. Du coup, les moments sont intenses. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 avec moi. Et lui non plus. Donc, il y a une espèce de compréhension là-dessus. Moi, je découvre. Vous vous êtes retrouvés dans votre indépendance et donc vous pouvez laisser l'autre libre. Oui, mais avec une totale confiance. Très serein, en fait. Ça, de toute façon, dans un couple où on se laisse libre, s'il n'y a pas la confiance, ça marche pas. Hein. Complètement. Et cette confiance, à un moment donné, elle est incontournable pour tous les couples. Elle peut être mise à mal ponctuellement, elle peut se réparer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit véritablement être positionné. C'est ce qui permet justement la mise en place de la distance et donc de l'envie de se retrouver. Mais dans la distance, on ne souffre pas. On est triste de ne pas avoir l'autre avec nous, juste ça. Mais on n'a pas peur qu'il se passe quoi que ce soit d'autre ou que l'autre s'éloigne. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de peur. J'ai pas de peur. Je suis hyper sereine. Voilà. Et en effet, il peut y avoir le manque des fois, mais je suis sereine. Donc, ça, j'ai l'impression que ça, c'est l'amour, en fait. Mais bon. Je crois que c'est ça. Oui. Et ce qui est bien dans le manque, c'est qu'il y a plaisir à se retrouver et désir. Ouais, exactement. Alors que quand on est tout le temps ensemble, on finit par plus se supporter presque. Ah ben moi ça n'a jamais marché, hein. Voilà, ce schéma-là, ça m'étouffait et donc pas besoin. En plus j'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus parce que de fait comme il est aussi un solitaire, ça se fait, ça on n'en parle pas, on passe pas de temps à parler là-dessus en fait. Oui, c'est intéressant parce que vous renvoyez et que vous allez contre une stéréotypie de la société qui vise à dire que pour s'aimer il faut être tout le temps ensemble, en permanence, vivre ensemble. Oui, ça peut être valable pour certains couples, pour d'autres pas forcément. Et vous montrez que l'amour peut exister dans une certaine distance. Donc je trouve que c'est votre témoignage est vraiment très intéressant. Il y a le lien transparent qui est là, qui nous relie, peu importe si on est même à 2000 km, mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas d'inquiétude. Je dis pas que j'en aurai peut-être un jour, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour m'exprimer là-dessus et que je trouve que, du coup, c'est comme une maison, il y a des fondations et puis là, ça se construit et ça grandit. Voilà. Écoutez, on vous souhaite de construire un gratte-ciel pour aller au 7e ciel, c'est bien. C'est joli. C'est ça. Merci Tiffany de ce témoignage, merci à vous. Et j'aime bien de terminer aussi par ce témoignage parce que ça montre bien que y a encore dans l'imaginaire populaire la rencontre amoureuse, c'est lui, c'est elle, le coup de foudre, ça existe aussi bien sûr et ça peut se transformer en amour. Tout à fait. Mais c'est pas une obligation. Non, puis c'est assez rare. Je ne sais pas si c'est assez rare, j'ai pas fait de statistiques, mais c'est pas forcément nécessaire. Tout à fait. Il y a toute une pluralité quant aux différentes rencontres, quant aux différentes façons de faire vivre l'amour. Parce qu'on sait, souvent il y a cette illusion qui vise à dire aussi on va se rencontrer et on s'aime parce qu'on est exactement pareil. Mais l'identique, au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est ennuyeux. On sait au bout de 4-5 ans, on sait ce que l'autre va faire, ce qu'il va penser. Après on dit on va se rencontrer parce que c'est génial, parce qu'on est tellement différents.
Ouais, mais tellement différents, on s'intéresse plus. C'est avoir suffisamment de ressemblances, mais quelques points de différence qui viennent nous enrichir les uns et les autres. Exactement. Je crois que la seule chose pour conclure cette émission, pour ceux qui nous écoutent, Fabrice Bach, la seule chose, c'est quand il y a des cartons rouges. Moi, j'appelle ça des cartons rouges. Je crois que vous appelez ça des points noirs. Ah, oui. C'est-à-dire que quand, par exemple, on est allergique aux gens qui fument, on pourra pas être sur le long terme avec quelqu'un qui fume 2 paquets par jour. Par exemple, j'ai pris un truc assez... Il y a des fondamentaux qu'on peut avoir en soi sur certains critères qui vraiment nous appartiennent. Un jour, une patiente me disait, moi, c'est les hommes qui ont les yeux bleus. Elle a passé 10 ans avec un homme qui avait les yeux marrons. Oui, mais ça, c'est ridicule. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Ça n'a pas véritablement de sens. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut bien réfléchir. Si on adore vivre à la campagne, on ne pourra pas vivre avec quelqu'un qui ne vit qu'à Paris, par Exactement. exemple. Exactement. C'est à un moment donné regarder dans le même sens. On est d'accord. Donc voilà, sachez bien qu'est-ce qui est irrémédiable pour vous et qui ne marchera pas. Et à ce moment-là, vous pouvez vivre éventuellement une aventure sexuelle, une petite passion, mais ça n'ira pas plus loin. Le reste, tout est possible. Complètement. C'est une aventure, l'aventure de la vie. Exactement. Et mieux vaut vivre des amours que de rester seul dans sa grotte. Je crois que c'est quand même l'amour qui nous maintient dans le désir et dans la vie. Merci Fabrice Bach. On se retrouve demain pour évoquer la communication. Ça sera un vaste sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de gens qui ne savent pas communiquer que donc je pense que nous n'aurons pas assez de 2 heures pour communiquer tous ensemble sur Sud Radio. Et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir.